Merci d'être avec nous sur TV50. C'est l'heure de votre grand angle. Un grand angle ce dimanche, 100% culture en compagnie d'Océane Goannec. Et bonsoir Océane. Bonsoir. Première invitée de cette deuxième partie 100% culture, Victoria Charlton, youtubeuse québécoise spécialiste de faits divers et d'affaires criminelles. Bonsoir Victoria Charlton, ravie de vous recevoir. Merci. Votre notoriété, Victoria, s'est faite sur YouTube avec votre chaîne créée en 2016, il y a 5 ans donc. Et aujourd'hui, vous êtes suivi par plus de 630 000 abonnés, plus de 110 millions de vues sur vos vidéos. Tout de suite, on regarde à quoi ça ressemble. Oui. Cette histoire, c'est moi qui l'ai trouvée sur Reddit. En fait, j'ai juste vu le nom de la personne. J'ai dit, hey, ça a l'air intéressant, je l'ai noté. Et quand j'ai commencé les recherches, là, j'étais abasourdie. Vous avez aucune idée de à quel point cette histoire est complètement folle et il y a genre des millions de rebondissements. C'est le genre d'histoire qui passe aux nouvelles, là, vraiment. Donc, allez vous chercher un petit café, un snack et restez là. On est là, Victoria. Alors, on l'a dit, plus de 110 millions de vues sur ces vidéos. Comment vous expliquez cet intérêt massif pour les gens vers les faits divers? Je pense qu'on a toujours été intéressés par les faits divers. On pense aux romans d'Agatha Christie qui existent depuis longtemps. Mais je pense qu'on sont plus accessibles maintenant avec les documentaires Netflix, les podcasts. En France, vous avez fait entrer l'accusé les Français adorent ce genre d'histoire. Au Québec, on avait Canal D. Là, c'est seulement plus accessible. Tout simplement. C'est vrai que ce genre d'émission, on cartonne, en tout cas partout. Ouais, puis les Français adorent dire nous, en France, on adore, mais aux États-Unis, on ce type d'émission, ouais. Alors après, comment on choisit la bonne histoire à raconter? Parce que des faits divers, malheureusement, il y en a partout et surtout tous les jours. Donc c'est quoi? Il faut flairer un peu pour trouver la bonne histoire? Moi, j'aime toujours l'aspect mystérieux, donc irrésolu. C'est drôle parce que j'ai rencontré Christophe Ondelat, puis lui, il me disait que... Qui est le présentateur justement de Faites entrer l'accusé, qui est émission mythique sur oui, pardon. Et lui, il me disait que ce qu'il préférait, c'était l'aspect résolu. Donc lui, il couvrait seulement des meurtres résolus. Et j'ai dit... moi, c'est drôle parce que c'était seulement des disparitions irrésolues qui m'intéressaient. Donc, l'aspect un peu énigmatique et mystérieux. Donc, c'est ça, moi, j'aime cet aspect-là que... Est-ce que, par exemple, la victime, elle est encore vivante? Est-ce qu'elle a décidé de s'enfuir par elle-même? Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un suicide? Donc, c'est ça que j'aime, ouais. Et vous vous adressez aussi parfois au public, il y a un échange entre les deux. Ouais. C'est important de garder ce lien, vous enquêtez ensemble en fait un peu. Oui, parce que ensuite je vais lire les commentaires et je vais trouver des pistes que c'est arrivé que j'ai dû transmettre des informations à la police carrément. Et ils vont me proposer pas des alternatives, mais des hypothèses que j'ai pas pensées, des théories super intéressantes. Ouais. Parce qu'il faut savoir, Océane, que vous avez suivi des études de détective privé, il me semble. Hein. Ouais. C'est facile, effectivement, de mener des enquêtes, etc. Vous êtes une alliée pour la police, effectivement. Oui. En fait, en anglais, c'est private investigator. Donc, c'est pas détective privé, la traduction juste. Mais oui, j'ai suivi ces cours-là pour chercher comme un genre de formation pour pouvoir complémenter ce que je fais sur YouTube. Mais c'est ce que vous avez envie de plus en plus d'élucider un peu ce genre de mystère ou pas? Pas nécessairement. Ce que je fais, moi, c'est vraiment raconter des histoires. Je veux intéresser mon public à ce genre d'histoires pour créer un buzz autour de ces histoires-là, pour qu'ils, par exemple, dans des disparitions, pour qu'ils puissent partager ces histoires-là et éventuellement les résoudre, si possible. Ouais. Et Victoria Charlton de Internet au livre Il n'y a qu'un pas, et vous êtes en France actuellement pour ce nouveau roman que vous sortez, Et tombent les têtes. Oui, un nouveau et premier roman de fiction. Alors l'histoire, en quelques mots, je vais raconter. Elle met en scène Mackenzie, une podcasteuse très connue qui vit à Montréal, spécialisée dans les faits divers, comme vous, et qui se met en tête de retrouver les têtes cachées des victimes qui ont été laissées par un tueur en série. C'est la première fois que vous écrivez une fiction. Pourquoi d'ailleurs vous êtes intéressée à la fiction? C'était comme un pas nécessaire dans ma carrière d'écrivaine. Mais en fait, moi, j'ai fait des études littéraires. J'ai un master en littérature. J'ai deux tomes de Garder l'œil ouvert. Donc, c'est des histoires comme ce que je raconte sur YouTube. J'ai toujours voulu écrire un roman et je l'ai coécrit avec mon écrivain préféré. D'ailleurs, je voulais faire mon mémoire de master sur cet écrivain. Donc, il m'a proposé d'écrire un roman. Alexandre Soublière. Alexandre Soublière, voilà. Et
c'est vraiment inspiré un peu de ce que je fais sur YouTube. J'espère que mes... Mais est-ce que c'est également inspiré d'histoires réelles, ce livre? Non. C'est totalement inventé? C'est totalement inventé, mais on fait beaucoup de références à des réels tueurs en série, à des cas de disparition dont j'ai parlé sur ma chaîne. Donc, je sais que mon public va y trouver chaussures à son pied. Ouais. Bon, et puis on a été d'accord avec Océane en lisant ce livre. Cette héroïne Mackenzie, on peut le dire, c'est un peu vous, hein, Ouais. sans vendre un petit peu le livre, Ouais. mais il y a des traits qui vous ressemblent. Effectivement, mes proches qui l'ont lu ils disent là, j'essaie de voir c'est quoi les références, mais oui, elle me ressemble beaucoup, oui. Alors, dans l'actualité culturelle aussi, on en profite, vous êtes là, on va vous faire réagir sur certains points. Il y a un sujet important au Québec, notamment la préservation de la culture autochtone, à l'heure où beaucoup de faits historiques ressurgissent, comme la création de pensionnats avec un déracinement forcé. Est-ce qu'on pourrait aborder dans votre page YouTube un peu ces faits historiques qui seraient peut-être un peu plus politiques? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui, beaucoup m'en parlent, beaucoup me demandent d'aborder ces thèmes. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les disparitions de femmes autochtones, meurtres de femmes autochtones, dont on parle très peu. J'ai fait 3 vidéos sur le sujet. Bon, c'est sûr que c'est pas les pensionnats, comme vous mentionnez, mais je pense qu'il y a quelque chose comme 4000 meurtres et disparitions irrésolus de femmes autochtones au Canada, ce qui est assez fou parce que ces noms-là de ces femmes-là, on les connaît pas. Donc, c'est un sujet qui me touche énormément. Et ouais. Oui, ce qui est intéressant, c'est que vos premières vidéos, en fait, elles sont beaucoup lues en France. Si vous abordez ce genre de thèmes canadiens, comme effectivement les cultures autochtones, vous pouvez être l'ambassadrice indirecte de ces sujets et donc les faire voyager à travers le monde. C'est important que le monde entier connaisse ces sujets. Oui, parce que moi, ce qui me totalement choquée, c'est que j'avais beaucoup de commentaires de Français, j'imagine, qui me disaient qu'ils ne savaient pas c'était quoi le mot, connaissaient pas le mot autochtone. Là. Puis là, j'étais bon, c'est sûr, c'est pas des Canadiens qui me disent ça doit être des Français. Donc oui, ça les a fait connaître un peu cette problématique qu'on a au Canada. Et en termes d'enquête, je veux dire, au niveau historique, est-ce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de matières où, pour le coup, c'est plus difficile, justement, à raconter comme histoire? Oui, c'est plus difficile parce que il n'y a pas beaucoup de couverture médiatique. Donc, pour moi, c'est difficile de le couvrir sur ma chaîne et il n'y a pas de grosse enquête qui est faite. Donc, moi, ce que je repense, c'est des informations qui sont publiques. J'essaie, d'en parler sur ma chaîne, mais s'il n'y a pas de couverture médiatique, je ne peux pas trouver des photos, je ne peux pas trouver des vidéos. Puis c'est une problématique dont je parle beaucoup. Ça s'appelle le Missing White Woman Syndrome. Et ça, j'en parle dans presque chaque vidéo. Si les médias n'en parlent pas, moi, c'est très difficile. Et si j'en parle, là, il y a moins de vues sur mes vidéos. Alors, c'est un gros cercle vicieux, ouais. Ouais, c'est beaucoup d'images d'archives dans vos vidéos, effectivement. Ouais. On voulait vous faire agir sur un autre fait d'actualité. Victoria, un anniversaire en ce 7 novembre. Cela fait tout juste 5 ans que le chanteur canadien Leonard Cohen nous a quittés. Quel souvenir gardez-vous de lui? Et est-ce que ces chansons font partie de la bande-son que vous écoutez lorsque vous écrivez ou vous préparez vos vidéos? Moi, j'ai 2 chansons préférées de lui. C'est Suzanne, que j'adore. C'est ma préférée aussi. Hein. Ah oui, à vous aussi. Ils sont quand même connus. Suzanne, puis Dance Me to the End of Love, que c'est la chanson préférée à mon père et moi. Donc, vous êtes dans le mille avec Leonard Cohen. Voilà, qui est une grande figure et qu'on voit beaucoup dans les rues de Montréal. Oui, dans les vieux, il est partout. Là, donc, oui, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, Victoria Charlton. Je rappelle donc le titre de votre nouveau livre, Et tombent les têtes, écrit donc avec Alexandre Soublière. C'est aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup d'être venu et on va aller continuer à suivre votre chaîne YouTube. Merci beaucoup, Victoria. Merci. Et on va rester dans le réel en parlant à présent du mois du film documentaire célébré tout le mois de novembre en France et partout dans le monde. La réalisatrice Amandine Gay va nous rejoindre pour en discuter dans un instant. Mais avant cela, on regarde la bande-annonce de ce mois du film documentaire. هذا فيلمكم الذي اخترتوه
Et bonsoir Amandine Gay, merci de nous avoir rejoints sur le plateau TV5 Monde pour célébrer le mois du doc. Vous avez d'ailleurs 2 documentaires qui sont projetés durant cet événement. Oui, alors... Pardon, on va en reparler justement de ces 2 documentaires. Le mois du doc, avant, il a lieu tous les ans au mois de novembre. Cette année, c'est la 22e édition. On peut en profiter partout en France et dans le monde grâce à de nombreuses projections et événements. Le but, c'est promouvoir le cinéma documentaire auprès d'un large public. Amandine Gay, le documentaire, est-ce que c'est encore un genre trop fermé ou élitiste aujourd'hui ? Moi, je pense pas du tout. Ça dépend vraiment des sujets qui sont abordés, je pense, et puis aussi du travail qu'on fait pour aller chercher les publics. Je pense qu'en particulier au cinéma et aujourd'hui, après la pandémie, il y a vraiment un sujet de à qui est-ce qu'on veut parler. Et moi, c'est vrai que je parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, très souvent, en particulier pour le premier, pour ouvrir la voie, souvent dans les salles à réessai, les exploitants me disaient « Ah, mais je vois un public que je vois pas d'habitude, etc. » Et même, parfois, on me demandait comment j'avais fait venir les gens. Et je leur disais « Bah, effectivement, moi, je crée des événements sur les réseaux sociaux. J'essaye aussi de savoir qu'il y a des réseaux, il y a des gens plus jeunes aussi. Sur Instagram, il y a des personnes plus jeunes, donc c'est important aussi de parler dans ces espaces-là et de faire des événements. Moi, j'avais organisé une block party à Saint-Denis pour le jour du marché, pour m'assurer que les gens qui venaient au marché, etc., savaient où se trouvait, même physiquement, l'emplacement du cinéma à réessai. Donc, je pense que voilà, le documentaire a de beaux jours devant lui et c'est aussi à nous, en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, en tant que membre de l'industrie, d'aller chercher le public. Et pour de le soutenir. compléter ce genre d'événement, en fait, c'est quand même important de le mettre en avant aussi, peut-être pour des gens qui n'ont pas forcément accès à un cinéma, par exemple. Parce... Oui, c'est vrai. Même si, encore une fois, en France, on a quand même beaucoup de chance en termes de cinéma à réessai. Le maillage du territoire est assez incroyable. Enfin, je veux dire, des tout petits villages, je sais pas, dans le Puy-de-Dôme, vont avoir un cinéma à réessai. Et donc, au contraire, puis moi, je pense qu'il faut faire confiance au public. Les gens sont curieux. Ils consomment aussi des documentaires, alors pas qu'en salle. Donc, voilà, encore une fois, je pense qu'il faut diversifier l'offre. Il faut avoir des événements comme le mois du documentaire pour rappeler que c'est un genre qui est intéressant, qui a sa propre importance cinématographique, esthétique aussi. Voilà, le documentaire, c'est pas juste raconter des histoires ancrées dans le réel, c'est aussi faire des propositions formelles fortes. Et donc voilà, je pense que si on en parle, et encore une fois, si on essaye, nous, de se rendre accessible, ça va amener le public. Alors, il y a au total 1500 films qui sont programmés au CERN pendant ce mois de novembre. J'avais une question pour vous, Amandine Gay, concernant le rapport que l'on a au documentaire. Qu'apporte vraiment ce genre de film par rapport à un article de presse, par exemple, ou si on faisait un film de fiction, par exemple? Est-ce que le documentaire a une puissance différente dans le message? Mais moi, je pense que le documentaire, il travaille vraiment à un autre endroit en termes d'empathie. C'est-à-dire que vous savez, par exemple, quand ce sont des portraits, alors ça dépend, parce que le documentaire aussi, c'est très très large, du documentaire animalier ou effectivement à des films de tête parlante. Voilà. Donc tous les sujets et toutes les approches aussi. Mais quand on est sur des portraits, par exemple, quand on est vraiment sur les êtres humains, vous savez que c'est une personne qui a eu le courage, qui vous fait confiance aussi pour raconter son histoire. Et moi, je pense que être en mesure de dialoguer comme ça, vraiment d'un niveau, on va dire presque de cœur à cœur, ça, vous l'avez que dans le documentaire, parce que dans la fiction, par essence, la personne ne vous raconte pas sa vie. Et donc ça, je pense que cette possibilité de rentrer dans la vie des gens, dans leur expérience, etc., ça, il n'y a que le documentaire qui peut vous le donner. Et donc oui, je pense que ça permet vraiment une ouverture sur le monde. Alors justement, le documentaire, vous en avez réalisé 2 et qui seront projetés, comme on l'a dit, sur ce mois, dans le cadre de ce festival, Ouvrir la voie, déjà, qui est sorti en 2017 et qui donne la parole à des femmes noires qui racontent à travers leurs expériences des clichés et le racisme ordinaire qu'elles subissent. Et puis, Une histoire à soi, sortie cette année, qui aborde cette fois-ci la thématique de l'adoption à travers 5 personnes qui ont été adoptées, originaires de 5 pays du monde et adoptées par des familles françaises. On regarde tout de suite un extrait. Je suis né au Brésil. J'ai fait plusieurs crèches et orphelinats au Brésil. Donc j'ai vécu une répétition d'abandon durant ma première année. J'ai pris conscience de mon adoption vers l'âge de 5 ans. À partir du moment où j'ai su que j'étais adoptée, donc je savais bien qu'ils étaient venus me chercher quelque part. Quand je suis descendu de l'avion, j'ai tout de suite voulu rentrer au Rwanda. J'ai jamais senti en fait vraiment de différence entre le fait que moi je suis adoptée et pas les autres en fait. Je me suis construite comme une enfant blanche finalement. Comme une enfant blanche de l'intérieur et asiatique de l'extérieur. Alors, ce qui marque vraiment dans la réalisation de ce film, déjà, c'est qu'on ne voit pas la personne qui raconte son histoire. C'est que des images d'archives. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Parce que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de justement beaucoup plus intime, finalement, à travailler sur la voix. Et puis, en fait, encore une fois, à plonger dans la vie de quelqu'un. En fait, vous ne voyez les photos de famille d'une personne que si vous êtes vraiment quelqu'un d'intime dans sa vie. Et là, en fait, dans le film, vous passez dans les albums photos de famille, les Super 8, les VHS. Et ensuite aussi dans la façon dont les personnes adoptées se représentent elles-mêmes quand elles sont adultes, puisqu'on a même justement ce qu'elles peuvent poster sur les réseaux sociaux. Et donc, pour moi, l'idée, c'était de me dire, normalement, en travaillant sur les sensations, sur l'image et le son, mais pas forcément le face caméra, on va sortir de la salle en se disant justement j'ai vraiment l'impression que je connais cette personne. C'est vrai, que on j'ai se fait plongé dans sa propre idée en fait. C'est ça. Alors cette thématique de l'adoption, Amandine Gay, vous la connaissez bien puisque vous-même, vous êtes une enfant adoptée. C'est un sujet qui reste tabou selon vous aujourd'hui dans notre société? Mais je pense qu'il a longtemps été tabou, ça a été la possibilité pour les personnes adoptées, une fois qu'elles sont devenues adultes, de prendre la parole sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a eu une narration qui était très médiatique, publique, de l'adoption comme une belle histoire ou comme le parcours du combattant des candidats à l'adoption, mais personne ne se demandait ce qu'il advient des personnes adoptées. Et donc pour moi, ce qui était important, c'était de montrer qu'on avait un certain nombre de choses qui nous traversaient déjà dans l'enfance, dans l'adolescence, et puis qu'arrivé à l'âge adulte, c'est pas terminé. Ce sont des histoires qui continuent, surtout pour celles et ceux qui recherchent leur famille de naissance, etc. Et donc de montrer que justement, c'est plus complexe que juste parler d'amour ou de réunir des enfants sans famille et une famille sans enfants. Il s'agit aussi de, on parle dans le film du racisme, de l'acculturation, de ce que c'est que de découvrir une autre famille quand on est adulte. Et donc voilà, tous ces enjeux-là me semblaient inexistants. Plein de thématiques abordées, effectivement. Alors on va rester dans le documentaire. On a appris hier la mort du réalisateur Manu Bon Mariage, qui était un des créateurs de Striptease, une émission. Il est décédé d'Alzheimer à l'âge de 80 ans. Est-ce que c'est une émission de référence pour vous, Striptease? Ah bah oui, en plus c'est générationnel. Moi j'ai grandi effectivement à la télé, il y avait Striptease que je regardais et puis c'est vrai que c'est quand même effectivement le cinéma vérité apporté au grand public. L'idée était géniale. Est-ce qu'on pourrait le faire encore aujourd'hui, ça, selon vous? Souvent, on se dit Striptease, c'était vraiment un ovni dans la case documentaire. Et aujourd'hui, on ne pourrait plus partir caméra au point comme ça sans que ce soit autant réel. Alors, je sais pas, je pense que c'est un peu une question piège, que je pense que ce serait possible, mais peut-être pas à la télévision. Et donc, du coup, ça pose aussi la question de où sont les nouveaux espaces de liberté. Aujourd'hui, ils sont parfois sur les plateformes, c'est vrai. Alors, dans l'actualité culturelle également, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a un partenariat entre Netflix et l'UNESCO pour promouvoir le cinéma africain. Ils ont lancé un concours de court-métrage pour les 18-35 ans, ouvert jusqu'au 14 novembre, pour recevoir une bourse et réaliser son film qui sera ensuite projeté sur Netflix l'année prochaine. C'est une initiative qui répond à un manque de visibilité du cinéma africain. Est-ce qu'il faudrait plus d'initiatives comme ça, selon vous? Oui, bien entendu. Moi, je pense qu'en termes de cinéma africain, il y a aussi vraiment la question effectivement de la diffusion. C'est-à-dire que je pense qu'il y a énormément de choses aussi qui sont produites sur le continent, mais qui n'arrivent pas jusqu'à nous. Donc Netflix, c'est plutôt pas mal. C'est un bon moyen d'être diffusé dans le monde entier. Donc oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci Océane, merci Amandine Gay d'être venue sur le plateau de TV5 Monde. Et puis donc on invite tout le monde à suivre bien entendu ce mois du film documentaire en France et partout dans le monde.